Bienvenue dans cette émission qui est la deuxième partie de l'émission consacrée aux véhicules électriques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la première partie de l'émission. Cette deuxième partie, notre invité est toujours Serge Cometti, grand expert des véhicules électriques, à la fois de la mobilité électrique sur le plan théorique, mais à la fois un praticien, puisque c'est quelqu'un qui connaît très bien l'industrie automobile chinoise, et c'est quelqu'un qui a importé lui-même et qui importe des véhicules électriques. Et le sujet de cette deuxième partie concerne plutôt les usages des véhicules électriques. Les déplacements quotidiens des Français, ce sont de quelques dizaines de kilomètres, ce qui veut dire que le véhicule électrique, même dans des conditions défavorables, quand il faut faire marcher la climatisation et qu'il fait très chaud, ou quand il faut faire marcher le chauffage, quand il fait très froid, qui réduisent les performances de la batterie, voire quand vous roulez à 120 ou 130 sur l'autoroute, ce qui réduit aussi les performances de la batterie parce que le moteur électrique tourne très vite. Donc, vous pouvez vous déplacer sans trop de problème. En revanche, un des freins aujourd'hui à l'adoption du véhicule électrique, c'est le fait que on va dire les possibilités d'usage sont quand même réduites par rapport à ce qu'elles étaient. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français, avec leur véhicule, font quelques dizaines de kilomètres par jour, mais s'ils ont envie de traverser la France et de faire 1000 kilomètres, ça devient plus compliqué avec un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'il faut des abonnements, il faut trouver des batteries, des bornes, il faut des recharges rapides. C'était des choses compliquées, ça l'est un peu moins aujourd'hui. L'équipement en borne augmente, mais quand vous voyez ce qui existe, par exemple, sur les grands trajets d'autoroute, ça ne permet pas à des milliers de voitures de se recharger. Donc ce problème-là n'est pas réglé. Avez-vous entendu parler de problèmes cette année pendant les vacances? Non. Bon, eh ben, je vais vous dire, pourtant pendant les vacances, alors bon, on est dans un temps post-Covid, donc les gens se remettent à se déplacer, peut-être un peu moins qu'avant, mais vous avez encore des gens qui viennent du nord de l'Europe, qui traversent l'Europe pour aller dans le sud. Vous avez les Français y compris avec des véhicules électriques, ça se voit. Vous avez les Français qui font les 1000 km dont vous parlez, et puis vous avez de plus en plus de véhicules électriques et aussi de plus en plus de bornes. Donc cet été, moi, j'ai pas entendu parler de problèmes de recharge de véhicules électriques. Alors, vous trouvez sur les réseaux des vidéos ou des reportages d'histoires abracadabrantesques, comme on disait, où vous avez des gens qui, pour faire les 1000 km, mettent 3 jours. Hein. Oui, alors... C'est peut-être anecdotique, mais c'est une réalité. Non, mais il y a de tout. Mais alors, vous parliez des problèmes des abonnements. Effectivement, aujourd'hui, chaque réseau a son propre système de paiement. Et la Commission européenne, elle a un projet d'imposer un terminal de paiement sur les bornes de recharge, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il vous faut une carte pour chaque... donc, j'ai rencontré comme ça des Anglais qui revenaient du Portugal, qui repartenaient, machin. Ils avaient un portefeuille comme ça, avec plein de cartes, parce qu'ils avaient les cartes des réseaux portugais, espagnols, français, anglais. Vous avez maintenant des systèmes, sans faire de pub à qui que ce soit, on peut parler de ChargeMap par exemple, ou Better Route Planner, qui vous permettent de vous et les connecter Tesla, et les superchargeurs alors Tesla. Vous avez ça aussi, vous connectez votre carte de crédit là-dessus, et puis derrière, ça vous permet d'avoir accès à quasiment la totalité des chargeurs en Europe. Donc ce problème-là est résolu. Le problème des bornes de recharge, on a enfin atteint les 100 000 bornes de recharge dans le domaine public il y a quelques mois, qu'aurait dû être atteint fin 2021. Emmanuel Macron voulait anticiper 2022 à 2021, mais bon, ça a enfin été atteint. Et vous avez 1 million de bornes de recharge dans le domaine privé, soit entreprise, soit particulier, les bornes que vous mettez chez vous. Et vous avez maintenant aussi des applications dans lesquelles vous pouvez louer votre borne personnelle à des particuliers. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment un problème quand vous prenez les autoroutes. Alors, quand vous prenez les petites routes, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Surtout que si vous avez des bornes, en général, c'est des bornes assez lentes. C'est ça le problème. Mais en dehors des grands axes. Alors, et en termes... Alors, la technologie, elle évolue. Hein. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais quand même vous le dire. Le premier véhicule à rouler, ça a été un véhicule électrique en 1830. Hein, voilà. En 1899, je crois, la Jamais Contente a dépassé les 100 km/h. C'était une voiture électrique. Voilà, bien sûr, électrique. Il y a eu, à la naissance de l'automobile, une vraie compétition entre l'électrique et le thermique. Et le thermique a mis du temps à gagner. Au début du siècle, vous aviez 30% de véhicules électriques, c'est-à-dire un peu plus que de véhicules thermiques. Il y avait des véhicules à vapeur aussi. Et puis, en 1912, il y a eu l'invention du starter. Donc, il n'y a plus besoin de starter électrique, plus besoin de la manivelle. Donc, ça a permis d'aller vers du véhicule thermique. Et les véhicules électriques ont disparu aux États-Unis en 1935. Donc, ça fait
Puis il y a le problème de l'autonomie des batteries qui fait qu'à ce mais, moment-là, mais donc, le thermique a pris le depuis dessus. 1935, il n'y a plus que des investissements que sur des véhicules thermiques, quasiment. Voilà. Véhicules électriques, c'est revenu en 2010. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que la technologie va encore progresser. Ah oui, énormément. Alors, sur les batteries, on nous promet des ruptures technologiques toutes les semaines. Il y a des annonces tout le temps. Mais pas que les batteries, parce qu'on parle toujours des batteries. Mais vous avez sur la chaîne toute la chaîne de traction, transmission, vous avez des progrès considérables. Parce que sur les moteurs, les ruptures technologiques qu'on nous promet, ça fait 10 ans qu'on nous en promet, on ne les voit pas arriver. Alors on voit des progressions incrémentales, donc l'amélioration des performances tous les quelques années, mais la rupture, on ne la voit pas. Non, mais alors, bon, les problèmes des ruptures... Les batteries solides, ce genre de choses-là qui vont permettre beaucoup d'autonomie, de recharger très vite. Vous en avez des batteries solides aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent sur les marchés avec des autonomies qui promettent à 1000 km en Chine, la Zikr. Alors, c'est des normes chinoises, donc en Europe, ça fera vraisemblablement 800 km et pas 1000. Bon, Mercedes a présenté un camion avec 500 km d'autonomie là récemment, en full électrique. Donc, les ruptures, elles vont venir. Ce que je veux dire, c'est que pendant des années, l'industrie automobile s'est concentrée en termes d'investissement sur les motorisations thermiques et a délaissé ce domaine-là. Aujourd'hui, petit à petit, les investissements sont réfléchis vers l'électrique. Il y a des constructeurs qui annoncent des gammes totalement électriques en 2030. Donc, tout ça, ça va avoir des impacts, quoi. Hein, je veux dire, on a laissé en friche un domaine pendant des années qu'aurait pu... Vous pensez que des progrès importants sont encore à venir, voilà. À venir et je reviens sur vos 1000 km, parce que quand même, voilà, on peut faire 1000 km sans s'arrêter avec un véhicule diesel. Donc vous pouvez faire un aller-retour Paris-Lille, enfin pas Paris-Lille, mais Lille-Marseille. Et à la limite, voilà. c'est même pas ça le problème. C'est-à-dire que la question, c'est-à-dire qu'avec un véhicule diesel, si vous faites que 500 km, de toute façon, les stations-service, il y en a suffisamment, vous rechargez en 3 minutes et vous repartez. Permettez-moi il y en a un peu permettez-moi d'être un peu provocateur, mais je vous en prie. Combien y a-t-il de stations-service en France? Il y en a 11 000 maintenant. Voilà. Il y en avait 40 000 il y a quelques combien années. Y a-t-il de prises électriques? Là, dans le studio, j'en vois déjà beaucoup. Il y en a combien en France, à votre avis? Oui, vous avez raison. La seule chose... je ne sais pas combien il y en a. Il y en a des milliards. Et tous les véhicules électriques sont livrés... Mais si vous rechargez votre véhicule, la batterie de votre véhicule électrique avec la prise qui est dans le studio 2 kW par heure. OK. Vous allez devoir laisser votre voiture 20 heures. 2 kW par heure. Si votre batterie, elle fait 60, il va falloir la laisser 30 si vous voulez la charger complètement. Il va falloir des dizaines de mètres de câbles pour Mais si vous avez un problème, simplement parce que vous arrivez à 15 ou 10, vous pouvez éventuellement sortir et puis aller demander à quelqu'un si vous pouvez vous brancher sur sa prise électrique. Et maintenant, vous avez même des applications qui vous permettent de le faire. Donc, il y a statistiquement un nombre incommensurablement plus faible de chances de tomber en panne avec un véhicule électrique par manque de carburant que de véhicules thermiques. Ça, c'est mon côté provocateur. Après, je reviens sur 1000 km. Oui, vous pouvez mettre un petit... Je vais continuer à aller dans votre provocation. Vous pouvez mettre un petit bidon de 10 litres d'essence dans le coffre de votre voiture. Vous ne pouvez pas mettre une batterie supplémentaire. Alors, c'est interdit quand il y a... à certains moments de l'année, c'est interdit, les bidons de 10 litres, et puis dans certains coins voilà. Mais... et les 1000 km que vous pouvez faire d'une traite, c'est pas ce que la sécurité routière recommande. Hein. Elle recommande de s'arrêter tous les 2 heures pour éviter d'avoir des accidents. Et puis, il y a même un aspect 2 heures aussi, c'est si vous videz complètement vos réservoirs. En général, dans les réservoirs, il y a plutôt des saletés au fond. Et ça, c'est pas bon pour les systèmes d'injection. Non plus. Mais bref, 2 heures, c'est aujourd'hui dans les véhicules électriques que vous avez, avec des normes de WLTP de 400, voire de 500. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le problème d'usage du véhicule électrique est un problème qui appartient au passé et qui va disparaître, ou qui est en train de disparaître. Comment je conduis un véhicule électrique, moi? Je m'arrête toutes les 2 heures, je mets ma voiture en charge, j'ai pas besoin d'avoir la main sur le pistolet. Pendant ce temps-là, je vais m'asseoir dans la station-service. Maintenant, il y a des tables, une machine à café, je me prends un café, je sors mon ordinateur, je regarde mes mails, j'y réponds, plutôt que de le faire en conduisant, ce qui est interdit et dangereux. Donc, et puis je repars 2 heures après. Et c'est vachement zen, hyper zen. Conduire un véhicule électrique, c'est une fois que vous avez passé cette appréhension de je vais tomber en panne, où il y a des bornes, des machins, des trucs, ce qui est ce que vous vivez quand vous l'achetez ou que vous le conduisez pendant le premier mois. Avant d'aller à un endroit, vous essayez de regarder s'il y a des bornes électriques.
une fois que vous avez passé cette espèce de peur, voilà, vous n'y pensez plus. C'est-à-dire qu'il y a un élément supplémentaire qui n'existe pas avec le thermique Oui. dans l'usage, qui Oui. est d'essayer de programmer là où on va recharger Oui. la batterie. Mais maintenant, ça dépend où vous allez, mais vous n'êtes pas obligé de programmer. Dans Paris, maintenant, vous avez des bornes partout. Ils ont commencé à remplacer toutes les anciennes bornes abandonnées par Autolib. Et voilà, Alors après, il c'est y plus a un sujet. une autre question qu'on a abordée. Et le temps de recharge, Je vous en prie. technologie 800 volts, maintenant, c'est 10 minutes. Hein. Et alors, 10 minutes pour 80% de la est-ce que les batterie. recharges rapides Donc, usent plus rapidement les batteries? Non. J'ai entendu ça, j'ai lu ça. Non. Comme quoi, si on multiplie les recharges Non. rapides, la durée de vie de Non. la batterie se réduit. Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Il y a une autre question aussi Oui. qui est, si on bascule en Europe, ça va Oui. se faire, et dans le reste du monde, Oui. vers des marchés majoritairement ou très majoritairement neufs et d'occasion. Donc, Oui. si on suit ce que vous dites, Oui. de véhicules à batterie, électriques Oui. à batterie, il va falloir pouvoir les fabriquer, les batteries. Oui. Et donc, ça veut dire avoir accès à suffisamment de ces métaux, Oui. voire de ces minéraux, c'est-à-dire qu'il faudra des quantités considérables, c'est multiplié parfois par 5, par 8, par 10, de lithium en beaucoup plus, de nickel, alors le cuivre dans des proportions un peu moindres, de graphite, de cobalt. Oui. Alors, ça dépend des technologies. Voilà, ça dépend des technologies qui sont utilisées. Oui. Mais clairement, aujourd'hui, les capacités minières n'existent pas pour faire face à ces besoins. Ça veut dire qu'il faudra investir massivement. Ça veut dire qu'il faudra ouvrir des mines. Ça veut dire qu'il faudra vaincre les réticences locales éventuelles. Ça veut dire qu'il faut construire des usines de raffinement, de raffinage, le raffinage des différents produits en question. Vous pensez que c'est pas un goulet d'étranglement qu'on y arrivera? Non, il y a un changement de technologie, de paradigme, et tout ça, c'est long, c'est compliqué, ça implique beaucoup d'acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, des gens qui sont en amont sur les mines, des gens qui sont un peu moins en amont sur le raffinage, des gens qui sont un peu moins en amont sur la fabrication des piles, des packs de batteries, en aval. Il faut à la fois des bornes de recharge en aval, avec des systèmes qui permettent de se recharger facilement pour payer rapidement et un peu partout. Mais tout ça, j'allais dire, les 10 000 stations-service qui restent en France aujourd'hui, elles ne se sont pas mises en place non plus du jour au lendemain. Bien sûr. Hein, moi, à titre d'anecdote, aujourd'hui, l'un des plus grands transporteurs français de véhicules, et puis transporteur français, c'est le groupe GCA, le groupe Charles-André. Le groupe Charles-André, il a démarré, monsieur Charles-André avait une station-service près de Montélimar. Et puis un jour, donc c'était sur la National 7. grand-père. Ouais, voilà. Et puis un jour, il s'est dit, tiens, je vais aller chercher l'essence à Berre. Donc il s'est acheté à la raffinerie, un camion-citerne. Puis il est allé remplir sa citerne pour... voilà. Directement. Et puis après, ses voisins lui ont dit, tiens, Charles, est-ce que tu pourrais pas prochaine fois, tu m'en ramènes à moi. Puis comme ça, dans les véhicules citernes, puis aujourd'hui, c'est devenu... Voilà. Donc tout ça, c'est un écosystème qui va se mettre en place avec des subventions d'État, avec des aides, avec des acteurs qui s'y intéressent de plus en plus. Et puis, ça va prendre du temps. Mais on reprend l'exemple de Renault. Vous m'avez dit tout à l'heure, et peut-être qu'ils étaient trop en avance en 2008 quand il annonçait vouloir fabriquer... il y a effectivement et il annonçait à ce moment-là que 10 ans plus tard, 10% du marché serait celui des véhicules électriques. Il y a un problème de timing. Quand vous êtes trop tôt, le premier espace, Renault Espace, vendu par Renault. Conçu par Matra. Conçu par Matra. Premier espace, le premier mois, je crois qu'il s'en est vendu 10. Tout le monde était catastrophé. C'était un truc qui était un peu en avance sur son... C'est devenu un best-seller. Puis maintenant, ça a disparu. Donc, voilà. Donc, je veux dire, les choses vont se mettre en place petit à petit. Ça va être de plus en plus facile, et c'est déjà le cas aujourd'hui, d'utiliser un véhicule électrique. Il y a de plus en plus aussi de réparateurs qui vont atterrir la technique, les outils, les machins, etc. Alors maintenant, j'ai deux autres questions. La première, c'est celle donc on a un tout petit peu abordé, qui est celle de la conversion à l'électrique des véhicules utilitaires. Oui. Et puis il y en a un peu plus longue. Voilà, et puis il y en aura une autre qui sont les technologies alternatives à l'électrique à batterie, qui sont l'hydrogène ou les carburants synthétiques. Mais on va commencer par les utilitaires. De mon point de vue, il y a deux types de marchés utilitaires très différents. Il
il y a l'utilitaire léger, Oui. dont la technologie est très proche, voire similaire à celle des véhicules les particuliers. ou les boxers, les jumpers. C'est les mêmes motorisations, c'est les mêmes choses comme ça. Donc, imagine les mêmes contraintes et les mêmes types d'adoption, sachant que les acheteurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais néanmoins. Et puis après, vous avez les poids lourds, où là, on est dans une problématique technique et technologique qui est assez différente. C'est-à-dire que c'est des véhicules qui fonctionnent, d'abord, qui doivent transporter des charges très lourdes, donc qui ont besoin de puissance beaucoup plus importante, et qui ont en général aussi une intensité d'utilisation plus importante, c'est-à-dire qu'ils sont sur les routes une bonne partie de la journée. Une problématique qui se rapproche d'ailleurs de celle des taxis. Donc, comment vous voyez l'évolution pour les véhicules utilitaires légers, sachant que leur adoption de l'électrique est plus lente que celle des véhicules particuliers? Et puis après, comment la problématique pour les véhicules lourds se règle, sachant que ça fait un lien avec on va dire les possibilités alternatives aux véhicules électriques à batterie. Il y a aussi beaucoup de travaux ou d'avancées, ou en tout cas de développement sur les poids lourds, notamment à hydrogène, voire à carburant synthétique. Alors, écoutez, les véhicules utilitaires, alors ce qui est curieux quand on regarde les chiffres en France, c'est que les premiers véhicules électriques, c'est sur des véhicules utilitaires. C'est le Kangoo Z2 qui avait à l'époque 80 km d'autonomie, donc c'était un peu compliqué. En fait, c'était des flottes, notamment d'entreprises publiques. Alors, il y avait ça. Mais je vais vous dire, moi, j'ai été vendeur à un moment donné. Je ne parle pas. C'est pour ça que vous savez de quoi vous parlez. Je ne suis pas dans mon bureau. Et voilà, j'ai plus un manager debout qu'un manager assis. Donc, j'étais vendeur à un moment donné. Et dans les années 90, je me souviens, on avait livré à la communauté urbaine de Rouen un express électrique et un trafic électrique. Je me souviens encore, ça faisait pas de bruit dans le hangar où il y avait la petite cérémonie, etc. Et au tarif, à l'époque chez Renault, on avait des véhicules électriques, on avait des Clio électriques qui sont restés 2 ans. Et c'est le moment où Peugeot a mis en place les 106 en libre service à La Rochelle, qui n'ont été replacés qu'il y a 2 ans, je crois. Donc pendant 20 ou 25 ans, elles ont délivré leur usage d'Autolib avant Autolib à La Rochelle pour les particuliers qui étaient très contents d'utiliser ces véhicules-là. Donc, avec une technologie de batterie qui était meilleure que celle des véhicules de Bolloré, peut-être. Oui, alors qui était différente, parce que la technologie des véhicules de Bolloré, ça nécessite que aujourd'hui, la technologie des batteries qu'ils utilisent, c'est des batteries qui doivent être des batteries chaudes. Donc exactement, il faut les chauffer. Personnel. Tout le temps en charge, autrement elle se décharge. Et donc, ça a commencé par le véhicule utilitaire. Les véhicules utilitaires, quand on prend les ZFE, normalement, les professionnels qui ont besoin d'aller bosser, s'ils ne peuvent plus rentrer dans les zones à faible émission, ça leur pose un problème. Donc, ils devraient être les premiers à s'équiper de véhicules électriques. Puis en plus, pour eux, c'est un investissement, ils peuvent l'amortir. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ouais, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit que la part de marché en France, elle est 2 fois ou 3 fois inférieure à la part de marché des véhicules thermiques. C'est-à-dire que, si je ne dis pas de bêtises, fin 2002, ça devait être 6% contre 13% voilà, pour les véhicules à particuliers. Alors, il y a un certain nombre de raisons là-dedans. Il y a le fait qu'en 2022, il y avait une pénurie de puces et de véhicules, donc vous aviez des livraisons sur les véhicules à particuliers qui étaient très très long, parfois jusqu'à 1 an chez les constructeurs. Les entreprises peuvent pas attendre. Et donc les constructeurs ont privilégié les véhicules à particuliers sur lesquels ils faisaient plus de marge. Ils ont même cessé de commercialiser les véhicules d'entrée qui étaient les moins rentables. Ils ont gardé que les véhicules avec les versions les plus hautes. Et la pénurie, elle s'est exprimée sur les véhicules utilitaires. Donc il y a moins de composants voilà, pour les véhicules utilitaires. Donc ça, c'est une des raisons, fondamentalement. Après, la technologie sur les véhicules utilitaires, elle est effectivement, à mon avis, la même que sur les véhicules à particuliers. Donc c'est du full électrique avec des véhicules utilitaires légers jusqu'à 3,5 tonnes. C'est des véhicules à batterie, voilà, avec des problématiques d'usage. Le parc le plus important de véhicules électriques aujourd'hui en France, c'est la Poste. Bon, la Poste, elle a besoin de véhicules utilitaires, mais elle a besoin de véhicules utilitaires qui font 100-120 km par jour. Ce qu'ils font, c'est plutôt des stop and go. Je m'arrête, je délivre, je m'arrête. Ils ont aussi des gros véhicules, mais qui sont des thermiques. Ils ont besoin d'avoir 100 à 150 arrêts par tournée, mais 120 km. Ils n'ont pas besoin de recharger les véhicules tous les jours. Ils les rechargent la nuit, ils ne fonctionnent pas la nuit. Ils les rechargent sur des prises normales, avec le courant pas cher. Voilà. Donc,
il faut regarder les usages des clients à chaque fois, hein. Qu'est-ce que fait le client de son véhicule? Et c'est comme ça qu'on peut voir le produit qu'on peut mettre en face. Pour en revenir, donc le véhicule utilitaire, ça va venir. Donc Il y a beaucoup moins de concurrence sur le véhicule utilitaire que sur le véhicule particulier. Donc il y a des gens qui viennent, il y a des constructeurs étrangers qui viennent, Maxus, le premier, constructeur chinois, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a Fest, qui est une start-up de Singapour là, qui est en train aussi de s'installer. Donc ça va venir, et puis et à mon avis, ça ira très vite. Et vous avez aussi la loi sur les mobilités, hein, qui impose des renouvellements en pourcentage de véhicules électriques en fonction des dates et puis de votre statut, si vous êtes public, privé, semi-public, etc. Donc tout ça, ça va venir, ça va s'accélérer. Après, sur les poids lourds, on parlait des poids lourds ou des bus ou toujours se rapporter aux usages du client. Un bus urbain, par exemple, c'est 80-100 km. Hein, bus RATP qui fait la ligne 63, la ligne 92. Donc ça veut dire que là, la batterie peut fonctionner. Bah, très, très bien. En revanche, alors, un taxi qui fonctionne, alors on n'est pas dans le lourd là, mais on est dans l'usage intensif. Il y a une flotte de taxis aujourd'hui électriques, mais à hydrogène. Oui, Hype. Ils ont une centaine de véhicules, ils vont passer 500, à 200, 600 pour les Jeux Olympiques. Et eux, ils considèrent que comme leur véhicule, puisque j'imagine qu'ils ont plusieurs chauffeurs, tourne 20 heures par jour, en fait, l'hydrogène est une solution technique plus satisfaisante que les batteries, parce qu'il ne faut pas une immobilisation importante pour la recharge, etc. Alors, quand vous regardez les kilomètres parcourus par les taxis, normalement, un véhicule à batterie, ça peut fonctionner. Hein. Il y a des taxis Tesla. Donc, vous avez beaucoup de taxis Tesla, taxis ou VTC, voilà, mais ça peut fonctionner. Ils font 350 km par jour, en rechargeant un peu à la pause de midi. Ça va, et puis avec les nouvelles autonomies qu'on aura, ça ira aussi. Alors, l'hydrogène, Hype, c'est intéressant parce qu'ils ont 4 stations à hydrogène dans Paris. Et avec ça, ils arrivent à recharger 500 véhicules. Donc, si vous voulez, l'hydrogène, le problème, c'est la recharge. Donc, il faut avoir des stations. Si vous n'avez pas de station, vous ne pouvez pas vous recharger. Et le coût de fabrication de l'hydrogène décarboné. Voilà, et c'est plus... Oui, ça, c'est un autre sujet, effectivement, à prendre en compte. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut déjà les recharges. Et ça, vous êtes capable de l'avoir quand vous avez un usage, j'allais dire, de flotte ou d'entreprise. Vous pouvez en avoir dans vos dépôts ou des choses comme ça. Je reviens sur les bus, par exemple. Les bus, les fameux bus Macron, les Flixbus, même s'il y a des véhicules, des bus à batterie avec des autonomies de 400 km, là, l'hydrogène peut être plus pertinent. Parce que quand vous faites Paris d'une traite La Roche-sur-Yon, vous ne voulez pas vous arrêter pour ne pas recharger. Et puis, il y a un problème aussi de la quantité de batterie à charger. Si on en est à 400-500 kg dans un véhicule particulier, si c'est un bus ou un camion, on en est à plusieurs tonnes de batterie. Et après, il faut la puissance électrique pour recharger plusieurs tonnes de batterie. Mais il faut revenir à l'usage des clients. Hein. Est-ce que c'est du cubage qu'ils veulent ou du poids, du PTAC? Vous n'avez pas les mêmes... si c'est du cubage, j'allais dire, quel que soit le poids des batteries, si c'est du poids total, si vous avez besoin d'emmener 40 tonnes et vous avez 4 tonnes de batterie, c'est un problème. Ça peut être un peu plus gênant. Après, tout ça est en train de se mettre en place. L'hydrogène, ça vient aussi. Aujourd'hui, le problème de l'hydrogène, fondamentalement, c'est le bilan thermique n'est pas très bon. Hein, et puis, pour fabriquer de l'hydrogène, il faut dépenser beaucoup de CO2. Donc, voilà. Alors, vous avez raison, pour fabriquer de l'hydrogène, si on le fait comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec du gaz, par vapeur et réformage. Si on le fait avec des électrolyseurs et de l'électricité décarbonée, alors vous avez raison, en termes d'efficacité énergétique, c'est pas très bon. C'est même très mauvais, puisque en gros, vous êtes à chaque fois, vous perdez 30%. Donc, si avec de l'électricité décarbonée, vous fabriquez de l'hydrogène, vous avez une efficacité énergétique de 60%. Et si avec cet hydrogène, vous fabriquez l'électricité, vous avez une efficacité énergétique de 30%. Contre 70 pour de l'électrique. Hein. Voilà. Donc l'efficacité énergétique est pas très bonne. En revanche, en termes d'empreinte carbone, si c'est
de l'hydrogène fabriqué par électrolyse avec de l'électricité décarbonée, c'est meilleur qu'un véhicule électrique à batterie, parce que vous n'avez pas à fabriquer la batterie avec l'impact environnemental. Donc, une batterie plus petite, parce qu'il vous faut une batterie. Parce une batterie intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, les techniques d'hydrogène qui sont sur le marché, c'est des techniques avec des fuel cells. Donc des piles à combustible. Des piles à combustible mais vous n'avez pas une puissance immédiate. Voilà, et donc vous démarrez avec la batterie parce que la puissance n'est pas immédiate. Et même quand vous accélérez très fort tout de suite, la batterie Exactement. Alors il y a des projets de moteurs, et puis il y en a eu des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène. Avec de l'hydrogène, des moteurs thermiques qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Voilà. Mais ça, on est moins avancé aujourd'hui et c'est pas ce qui est mis en avant par les développeurs. Mais c'est une technique qui est embryonnaire aujourd'hui. Il y a Hype, effectivement, qui est un leader là-dessus, leader français. Une flotte, c'est la plus grande flotte, je crois, de véhicules à hydrogène au monde, avec 500 Toyota Mirai, et puis il y a la Hyundai, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois. Oui, voilà. Et ça va être augmenté pour les Jeux Olympiques de 2024, puisque Toyota est sponsor des Jeux Olympiques au niveau mondial. Donc, ils vont mettre en avant tout ça. Donc, mais c'est vraisemblablement une technologie qui est à même de répondre à des besoins de longue distance avec des... Alors, et surtout avancer pour l'aviation, éventuellement les navires. Oui, après vous avez quand même des problèmes de sécurité, très inflammables, l'hydrogène, des problèmes de fuite. Donc voilà, et même les pompes, quand on parle des pompes, en fait vous avez une capacité du compresseur. Quand vous avez atteint la capacité du compresseur, vous ne pouvez plus charger. Vous êtes obligé d'attendre. Donc, voilà, c'est pas forcément que 5 minutes. Pour expliquer aux auditeurs, donc dans les réservoirs d'hydrogène dans les véhicules, l'hydrogène qui est un gaz est comprimé à 700 bars. Je crois que c'est la norme aujourd'hui. Parce que sinon, on n'arrive pas à concentrer l'énergie qu'il faut. Et ce qu'on met en général dans les réservoirs, c'est l'équivalent de 5, 6, 7 kilos. Sachant qu'un kilo, ça fait à peu près 100 km. C'est ça. Mais il y a une autre technologie liée à l'hydrogène. Et coût, et coût de production aussi. Il y a une autre technologie qui peut être intéressante, qui est celle d'ailleurs mise en avant de manière un peu étonnante au début de l'année par l'Allemagne et les constructeurs automobiles allemands, qui ont contraint d'ailleurs l'Europe à modifier un peu sa législation en 2035. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on interdit la vente des véhicules thermiques en Europe en 2035, sauf ceux qui fonctionneront avec des carburants synthétiques. Donc, il y a eu on va dire une pression d'ailleurs un peu inattendue de l'Allemagne et de pays autour pour réussir à mettre le pied dans la porte et à pousser les carburants synthétiques. Et donc, les carburants synthétiques décarbonés, sinon ça n'a aucun sens, vieille technologie, Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, etc., l'Afrique du Sud, quand l'apartheid, quand elle était soumise à un embargo. Les Chinois aussi en ont développé un petit peu à un moment donné pour des raisons stratégiques, de sécurité, d'approvisionnement, etc. Bon, toujours est-il que l'intérêt autour de cette technologie, aujourd'hui, elle est seulement expérimentale. Il n'y a que Porsche qui fabrique un peu de carburant synthétique pour ses courses et pour ses véhicules. Du prix de production. Et le prix est étroitement lié avant tout à celui de l'hydrogène et de la capture de carbone dans l'atmosphère, qui fait que si on prend du carbone dans l'atmosphère et on l'émet après dans le véhicule, c'est neutre sur le plan carbone. Donc, en théorie, cette technologie peut même être, en termes d'empreinte carbone, plus vertueuse que celle des batteries. Parce que si le CO2 que vous émettez, vous l'avez récupéré dans l'atmosphère, c'est parfaitement neutre. Le coût de production, on en est au tout début, donc il est très élevé, et on ne sait pas si on parviendra dans un certain nombre d'années à des coûts de production compétitifs. En revanche, l'énorme avantage de cette technologie alternative, on va dire, c'est que vous ne changez rien aux infrastructures de distribution, et vous ne changez rien en grande partie au parc existant. Ça veut dire que vous pouvez faire des économies sur le parc existant et des économies sur les réseaux de distribution considérables. Et socialement, vous pouvez peut-être aussi trouver des solutions aux problèmes sociaux qu'on évoquait d'accessibilité aux véhicules électriques, qui est, pourquoi pas, de donner la priorité d'accès aux carburants synthétiques aux populations de la France périphérique. Donc, est-ce que vous croyez à cette technologie, ou vous croyez que ça restera une niche qui éventuellement fonctionnera pour l'aviation, parce qu'aujourd'hui, imaginer des avions avec des batteries, c'est compliqué, et même avec de l'hydrogène, voire de l'hydrogène liquide, c'est aussi techniquement pas évident. Donc, si on veut voler peut-être avec des carburants synthétiques décarbonés, ça peut être une solution.
Comment vous voyez ça avec la mobilité, notamment terrestre? Sur l'aviation, vous pouvez aujourd'hui prendre des cours et passer votre brevet de pilote sur des avions électriques. Moi, j'ai fait un baptême de l'air à l'aéroport de Toussul-Noble. Il y a un pilote qui Oui, vous avez roule en 2 et vous scooter pouvez faire électrique, 200 km dans en voiture l'autonomie. électrique et qui a, vous faites Pour un avion de ligne, c'est 40 compliqué. minutes. 40 minutes, ça vous fait permet de faire plusieurs tours de piste et ça vous permet de passer votre brevet de pilote, si vous voulez, aujourd'hui, déjà. Après, les projets, alors moi, je suis pas un spécialiste de l'aviation, mais les projets full électrique, c'est plutôt sur des petites distances. Et puis après, on a le problème des batteries, du poids des batteries aujourd'hui. Donc, on est plutôt sur des soit de l'hydrogène, soit des carburants synthétiques. soit des carburants synthétiques. Enfin, dans ce que j'en comprends de ce marché-là. Après, moi, je pense que c'est bon. Sachant que les carburants synthétiques, on est dans des électrocarburants, c'est-à-dire des carburants fabriqués avec de l'électricité bas carbone. Oui, mais moi, je pense que c'est les constructeurs allemands, alors, je veux dire quelque chose qui est peut-être pas très Politiquement correct, c'est pas grave. politiquement correct, mais ici, on dit ce qu'on veut. le marché chinois, il a démarré en 1986 ou quelque chose comme ça. Il a 50 ans. Les plus vieux constructeurs chinois ont 50 ans. Bah, après, ils sont... Vous parlez du véhicule électrique ou du véhicule automobile? D'une manière générale. Ils ont La Chine est passée du vélo à l'automobile à partir de 86. Voilà, ensuite, les boîtes ont fusionné. Donc, les boîtes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes noms de l'époque, mais... Voilà. Et puis, ils vous disent c'est les Allemands qui nous ont appris à fabriquer des voitures. L'embryon d'industrie automobile, c'est 86. Voilà. Et puis, ils nous disent c'est les Allemands qui nous ont appris à fabriquer les voitures. Bon, et aujourd'hui, en Allemagne, les constructeurs allemands, alors, ça a baissé récemment, mais Volkswagen a perdu 1 million de ventes entre 2019 et 2022. Ils vendaient 4 millions de voitures en Chine, ils en vendent plus que 3 millions, parce que justement, la part de marché en Chine de Volkswagen sur les véhicules électriques, c'est 2,5%. Donc, ils se sont fait dépasser par BYD. Volkswagen ne se vendent pas en Chine. Non. Et puis, ils ne sont pas compétitifs. On en revient à notre discussion du début. Je n'ai pas suivi l'histoire de Volkswagen en Chine, mais en tout cas, ils n'ont pas pris le tournant du véhicule électrique. Et comme aujourd'hui, le marché, les ventes de véhicules électriques en Chine, je crois que c'est 27% les derniers chiffres, du coup, leur part de marché, leur vente baisse et leur part de marché s'effondre. Mais ils ont vendu jusqu'à un tiers, voire plus, de leurs ventes en Chine. Et ils ont réalisé des profits peut-être jusqu'à la moitié. Mais en même temps, ils ont appris On va dire que c'est le problème de l'industrie automobile allemande en général. Donc Volkswagen avait un poids particulier, mais pas que Volkswagen, Mercedes, etc. Exactement. C'est vrai pour Mercedes, c'est vrai pour BMW, c'est vrai pour Audi, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, si vous voulez, ils leur ont appris à fabriquer des voitures. En 2007 ou 2008, j'étais allé au Salon de Genève, il y avait des voitures chinoises qui étaient exposées, il y en a plusieurs marques dans un petit espace. On ne pouvait pas les ouvrir, elles étaient tristes, comme les costumes des gens qui les représentaient. Maintenant, ils savent fabriquer des voitures grâce aux Allemands. Et donc, ils représentent une vraie menace pour les Allemands, d'une manière générale, sur leur marché national aussi. Donc, je pense que cette histoire de carburant synthétique, pour moi, c'est un peu, je vais le dire comme ça, un combat d'arrière-garde. D'essayer de conserver ce qu'a fait la richesse jusqu'à aujourd'hui, plutôt que de développer des technologies sur lesquelles on ne sera peut-être pas les meilleurs. Mais après, je ne m'inquiète pas pour les Allemands. Parce que pour convaincre un consommateur allemand que quelqu'un sait faire une voiture mieux qu'un constructeur allemand... sauf que l'industrie automobile allemande est exportatrice, donc son marché national est important, mais elle ne vit pas avec son marché national, et elle a exporté pendant longtemps, elle continue, mais c'est son problème aujourd'hui. Elle exporte beaucoup en Asie, elle exporte beaucoup aux États-Unis, dans un certain nombre d'autres pays dans le monde, en Asie évidemment, enfin, je me répète là. Donc si elle n'est pas capable d'exporter massivement, elle va péricliter et elle va être en très mauvaise situation financière. Vous avez raison, elle est calibrée pour l'exportation. Vous avez raison, c'est un point que je n'ai pas souligné et qui est important en fait, quand on parle de menace des nouveaux constructeurs et de menace des constructeurs chinois. On imagine que cette menace est dans notre marché intérieur. Moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment là. Mais elle est plutôt sur les marchés où les constructeurs américains et européens sont allés pour se développer en dehors de marchés nationaux, c'est-à-dire au Mercosur, en Asie, en Iran, etc. Et les Chinois sont devenus
les premiers exportateurs mondiaux devant les Japonais il y a 2 ou 3 mois, je crois. Oui, exactement. Depuis le début de l'année, ils sont passés devant. Il y a eu quelques nouvelles qui sont parues dans la presse récemment. Et en fait, quand vous allez en Chine, je crois que c'est au premier semestre de cette année, et que vous allez dans des réunions où vous avez leurs distributeurs, vous voyez des distributeurs de tout un tas de pays qu'on ne considère pas vraiment aujourd'hui, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan. Je suis allé à un lancement de produit. Les langues dans lesquelles le discours qui était fait en anglais par les Chinois était prononcé, c'était traduit en farsi, c'était traduit en espagnol et en russe. Voilà. Et donc, les Chinois aujourd'hui, ils ont investi des marchés avec des véhicules thermiques. Au début, parce que ces marchés-là n'ont pas les obligations de l'Euro 6, demain de l'Euro 7. Si vous contrôlez le marché avec le thermique, c'est facile de traverser la Méditerranée. Vous allez en Algérie, c'est facile, 2 heures de Paris. Vous voyez des constructeurs chinois là-bas qui ne sont pas ici, parce que là-bas, on accepte du Euro 2, du Euro 3, alors qu'ici, il faudrait du Euro 6. Donc, ils ont investi déjà depuis des années, sans qu'on le voit vraiment, parce que c'est très loin de chez nous, des marchés sur lesquels les constructeurs européens ou américains vendaient quelques véhicules. Voilà. Et ils ont déjà pris des parts de marché. Et puis après, à la faveur de tous les mouvements qui se sont passés, le retrait de l'Iran, des constructeurs américains, des constructeurs européens, c'est les Chinois qui sont arrivés. Le retrait de la Russie dans les usines, les concessions ont changé de nom, et maintenant elles vendent des véhicules chinois qui ne sont pas forcément des véhicules électriques. Donc la vraie menace pour moi, elle est plutôt là. C'est que ces nouveaux constructeurs vont chercher à vendre des véhicules sur des marchés sur lesquels nos constructeurs européens ou américains, traditionnellement, vendaient des véhicules, faisaient de la marge, du chiffre d'affaires, etc. Et on va d'autant plus perdre vite ces marchés, ces parts de marché, que par définition, compte tenu des contraintes, les constructeurs européens et français n'investissent plus dans le thermique, pour des raisons évidentes. Or, ces marchés-là sont des marchés, on parlait de l'Afrique, on parlait d'une partie de l'Asie, on parlait du Mercosur, sont des marchés avant tout thermiques aujourd'hui. Et effectivement, après, ils vont basculer à l'électrique. On peut envisager en tout cas ça. Mais alors, si vous n'êtes plus capable de produire... Je mettrai un bémol à ce que vous dites, parce que la stratégie des constructeurs, moi je ne la connais pas toute, bien sûr, et bien évidemment, je ne suis pas dans le secret des dirigeants, mais je regarde ce que je vois. Et vous avez des stratégies différentes, certaines qui sont annoncées. Par exemple, les véhicules thermiques, Renault a le projet d'avoir 2 entreprises, Ampère pour les véhicules électriques et Horse pour les véhicules thermiques. Et Horse, c'est une alliance de Renault avec Geely, dans laquelle Saudi Aramco doit aussi prendre une part. Et voilà, donc tout ça c'est annoncé. C'est pas encore en place, déployé, mis en place, etc. Mais ça veut dire que si Renault va au bout de cette stratégie, d'ailleurs Renault a une stratégie extrêmement pragmatique. Ils vendent du véhicule électrique en faisant fabriquer leur Dacia Spring 100% en Chine. Les véhicules vendus par Mobileye, j'ai quelques véhicules vendus par Mobileye, sont des véhicules fabriqués 100% en Chine. Mais Horse, ça va concentrer le savoir-faire thermique de Renault, de Geely. Geely, 18 marques, Geely, plus de marques. Geely a plus de marques que Stellantis aujourd'hui. Alors après, il y a des marques qui n'existent pas beaucoup, mais comme Stellantis, il y en a quelques-unes qui sont presque mortes. Je ne sais pas qui a encore acheté une Lancia au cours des dernières années. Mais donc, Geely, Renault, 2 industriels de l'automobile qui ont un vrai savoir-faire sur le thermique, plus Aramco, qui a les poches pleines, à mon avis, si vous voulez, là, ils vont continuer à investir dans le thermique pour les pays qui ne sont pas aussi avancés dans la décarbonation de leur parc automobile que l'Europe ou les États-Unis. Aramco ménage son affaire pour continuer à avoir des gens qui vont lui acheter du pétrole et du carburant en utilisant des véhicules. Et puis ils pourront derrière aller sur les carburants synthétiques, les choses comme ça, etc. Alors, pour finir, il y a une dernière question un peu différente, qui est donc la transition vers des mobilités qui émettent peu de gaz à effet de serre, implique, selon un certain nombre de gens qui sont des spécialistes des questions de transition, bon exemple, c'est évidemment Jean-Marc Jancovici, implique de réduire les déplacements,
déplacements en avion, mais déplacements également en voiture. Et il y a pas mal d'experts, pas mal d'organisations, militantes ou pas d'ailleurs, qui estiment que de toute manière, l'usage des véhicules, l'usage du transport en général, ne peut que se réduire et que finalement, on a vécu quelques dizaines d'années, ou un peu plus, on va dire 2 générations, 3 générations, ont vécu une période hors norme qui était une liberté de déplacement presque sans limite et à des coûts relativement accessibles et relativement raisonnables. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on est en train de voir avec la bascule vers le véhicule électrique à batterie signifie qu'on va être tous un peu plus assignés à résidence et que notre changement de mode de vie va se traduire comme cela? On vit une époque, enfin bon, je pense que dans les générations passées, il y a eu des choses aussi comme ça, mais on n'était pas là pour les vivre. Donc, mais en tout cas, qui aurait pu imaginer qu'on serait assigné à résidence en France et qu'il fallait signer une autorisation pour sortir promener 1 heure son par chien. jour. Voilà, qui aurait pu imaginer un truc pareil, surtout en France, avec les gens les plus contestataires, contestataires au monde. Donc, qui aurait pu imaginer que la Russie allait déclarer la guerre à l'Ukraine et essayer de renverser le président, puis ça a échoué, puis maintenant, avait plus de presque 2 ans qu'on est dans une guerre de tranchées de position. Oui, vous me faites penser à Pierre Dac, je ne fais pas de prévision, surtout quand ça concerne l'avenir. Hein. Non, oui, voilà, mais qui aurait pu imaginer l'horrible événement de la semaine dernière en Israël. Voilà. Donc on est, depuis 2-3 ans, les faits semblent vous donner raison, quoi. On a une tendance au repli sur soi qui est liée à des pandémies, qui est liée à des guerres. Mais là, on est plutôt dans qui est lié à l'accès réduit à l'énergie, voilà. le coût des véhicules, le coût de leur fonctionnement. On peut aller dans le monde entier avec des clubs de vacances, des avions pas chers, des jets et des machins, et puis là, on a l'impression que tout ça... Ou on traversait la France 3 fois par an pour aller en vacances. Je crois que après, c'est des questions qui dépassent ça, mais je pense que l'histoire de l'homme, c'est de voyager, en fait. Il est parti de là où il était pour coloniser le monde entier, et je crois que sa richesse, son développement, c'est fait de ça. Quand on regarde, c'est intéressant de voir que on retrouve des gènes de néandertaliens ou des gènes de dénisoviens dans les gènes des Homo sapiens aujourd'hui, alors qu'on pensait pendant des années qu'ils ne s'étaient pas croisés, qu'ils n'étaient pas compatibles, voilà, qu'ils ne pouvaient pas faire d'enfants ensemble. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'acquérir des gènes, parce que 50-50, quand on fait un enfant, d'acquérir des gènes rapidement pour se prémunir contre des maladies ou des choses comme ça. Et que certains gènes des hommes d'aujourd'hui viennent des néandertaliens et protègent contre des épidémies que vous avez connues. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est ça. Le repli sur soi, c'est le crétin des Alpes. C'est enfin, je n'ai rien contre les gens qui habitent dans les Alpes, mais c'est les gens isolés dans des vallées qui se marient entre eux, etc. Dans ma vallée des Pyrénées, le train est arrivé c'est pour ça que vous parlez des Alpes, vous êtes des Pyrénées. Ouais, voilà, en 1920, est arrivé en 1920, juste après la guerre. Il aurait dû arriver avant. Et aujourd'hui, il y a plus que 2500 habitants. Il y en avait 10 000 à l'époque. Alors ça a contribué à ça, mais ça permet aussi de continuer à y vivre un peu. Donc, moi, je ne crois pas à... Hier, j'ai fait un atelier sur la transition écologique et l'objectif 2 tonnes. Voilà. Donc, il y avait 2 tonnes d'émissions de CO2 par personne par an. En 2050, voilà, pour respecter la trajectoire de... Sachant qu'on est autour d'une dizaine de tonnes aujourd'hui. Alors, ça dépend des gens. Je crois que la moyenne française doit être 15 tonnes, il me semble. Hein. Il me semble que c'est 15 tonnes. Donc, et donc, là-dedans, il y a des questions qui sont alors d'ordre individuel, d'ordre collectif. Qu'est-ce que je peux faire moi tout seul? Qu'est-ce qu'il faut que le collectif impose pour? Et puis des questions de renoncement. Voilà. Quand vous regardez les graphiques, la viande rouge, il vaut mieux boire de l'alcool que de manger de la viande rouge. Bon, alors c'est peut-être vrai du point de vue du CO2, du point de vue de la santé, c'est pas sûr que ce soit bon. Mais donc moi, je pense que on peut pas se replier sur soi-même. On est allé très loin dans la délocalisation des choses. Aujourd'hui, il y a des trucs absurdes. Il est absurde de payer des produits très peu chers alors qu'ils ont fait plusieurs fois le tour du monde dans tous les sens. Et il faut absolument prendre... Moi, je suis persuadé qu'il faut prendre en compte
cette empreinte carbone. Et c'est pour ça que je pense que la taxe carbone, si l'Europe était capable de mettre en place une vraie taxe carbone, qui ne soit pas simplement une taxe aux frontières pour empêcher les gens de rentrer, mais qui soit une taxe qui taxe la production de produits en Europe comme celle de produits exportés, je pense que ça aura une vertu. Importé, ça aura une vertu qui est à la fois qu'on se rende compte de ce que c'est et que ça permette éventuellement de revaloriser les produits localement, parce qu'il n'y a au moins pas le CO2 du transport à prendre en compte là-dedans. Et ça peut être aussi une source de revenus pour l'Europe, d'avoir un vrai budget, de commencer à exister. Voilà, moi je préfère cette vision-là, d'une vision positive à une vision restrictive des libertés et de renoncement. Voilà. Parce que de toute façon, il me semble que la vision restrictive, je vais y arriver, que la vision restrictive des libertés est inacceptable. C'est-à-dire que la liberté de déplacement est une liberté à laquelle les gens sont extrêmement attachés. Et il y a un exemple historique qui m'a toujours frappé sur ça, c'est que, non pas le 14 juillet 1789, mais le 13 juillet 1789, donc la population en révolte, la première chose qu'elle a été détruire à Paris, c'est pas la Bastille, c'est les barrières d'octroi. Donc les barrières aux portes de Paris, où il y avait une taxe et qui empêchait en gros la France périphérique de l'époque, ou en tout cas les populations, de rentrer sans payer une taxe, et donc ceux qui n'avaient pas les moyens ne pouvaient pas rentrer. Donc c'est la première chose qui a été détruite. Donc c'est le symbole du fait que la liberté de déplacement est une liberté fondamentale, et que si la façon dont est menée cette transition revient à limiter les libertés de déplacement, elle va se heurter à des oppositions, à mon avis, politiques qui feront que ça ne fonctionnera pas. Je pense que c'est une bonne conclusion, parce que je crois qu'on n'a rien inventé de mieux que l'automobile pour avoir cette liberté de circulation. Alors, parce que c'est encore le moyen le plus simple d'aller d'un point A à un point B sans avoir de rupture de charge. Voilà, maintenant, il faut que ce mode de locomotion... Et en totale autonomie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant d'un service, d'horaire, à n'importe quelle heure, vous n'êtes pas obligé de vous caler sur des horaires à SNCF ou de train ou de métro ou de ceci ou de cela, et quand il n'y en a pas, vous pouvez quand même circuler. Donc je crois que c'est pour ça que l'automobile a encore un avenir. D'ailleurs, je suis convaincu que certaines oppositions viscérales à l'automobile sont des oppositions viscérales à cette liberté. Peut-être, exactement. Bah, écoutez, ça doit être le mot de la fin. Exactement. Bah, écoutez, je vous remercie, Serge Cometti. Merci. Et puis je remercie aux éditeurs d'avoir eu le courage et la patience d'aller jusqu'au bout sur ce sujet passionnant qui est celui de la transition en matière de mobilité, et plus particulièrement de véhicules électriques, sachant que la question des véhicules électriques et des véhicules électriques à batterie, c'est évidemment un sujet sur lequel nous reviendrons et fréquemment. Volontiers. Merci. Merci.